Bonsoir et bienvenue pour ce dernier numéro du journal du FIFO. Nous allons partir au Vanuatu, où le troc existe encore de manière intense dans les petites îles éloignées. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple les frais de scolarité ou les frais d'hôpitaux peuvent être payés avec des cochons ou avec d'autres choses. Nous allons tout de suite voir un extrait de ce film pour comprendre de quoi il est question, avec un ministre du gouvernement qui tient un discours que l'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre, par exemple ici en Polynésie française. Les statistiques du gouvernement, tout le monde au Vanuatu est en état de pauvreté absolue, car les habitants n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de cash. Les habitants ont moins d'$1 par jour, ce qui est la définition de l'absolue pauvreté. Nous nous sommes aperçus que la politique du gouvernement avait un impact négatif sur la manière dont les gens vivaient au quotidien. Par exemple, on obligeait les parents à payer les frais de scolarité en cash. Alors ils devaient trouver un moyen de se procurer de l'argent, ce qui les obligeait à sortir de leur vie traditionnelle pour parvenir à payer les frais scolaires. Donc voilà un exemple de réflexion que nous avons eue. Nous avons autorisé les parents à payer les frais de scolarité en monnaie coutumière, en igname, en taro, parce que l'école doit également nourrir les enfants. Veuillez accepter ce cochon de la part de ma fille Delphine. Trois tours autour du cochon et le paiement est validé. Et voilà Nina Barbier, c'est presque aussi simple qu'un paiement par carte bleue en fait. C'est ça, c'est un système très original que les autorités vanuataises ont aussi conservé en fait. Alors est-ce que c'est une évolution possible? C'est-à-dire que voilà, on dit souvent la modernité, on ne peut plus reculer, et là on voit qu'on peut quand même arrêter un peu les choses. Alors, c'est pas tellement question d'arrêter, c'est-à-dire que dans ces îles éloignées, puisque le Vanuatu est un archipel de 84 îles, souvent il y a assez peu de travail salarié, les gens n'ont pas de salaire. Donc il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas de compte en banque la plupart du temps, très peu ont un compte en banque. Dans le film, c'est dit qu'à Ombrim, il y a à peine 10% de personnes qui ont un compte en banque. Alors ici aussi, il y a des îles qui sont très lointaines. Est-ce qu'il y a des Polynésiens qui vous ont dit qu'ils trouvaient ce système intéressant? Mais absolument. Il y a beaucoup de Polynésiens qui sont venus me voir en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça chez nous aussi? On a des îles très éloignées. On pourrait complètement avoir un système un peu similaire. » Et justement, ça les intéressait beaucoup. Je pense que ça les a fait réfléchir. Parce qu'être dépendant de l'argent systématiquement dans sa vie, alors qu'on pourrait très bien s'échanger du poisson contre des tarots, des ignames. Donc il regrettait finalement que ça... Oui, finalement, il trouvait que ce serait intéressant de rétablir une sorte d'économie parallèle traditionnelle. Merci beaucoup. En tout cas, ce film, comme beaucoup d'autres films, ne faisait pas partie de la compétition, mais beaucoup de spectateurs sont allés le voir. Alors comment justement les spectateurs du FIFO choisissent les films qu'ils vont voir, parce qu'on ne peut pas tout voir, rencontre avec des passionnés de documentaires. Désolé, hein, c'est un peu court. C'est de la boulimie. Hein. Si on a 60, je vais voir les 60. Quoi. Tout est varié, c'est intéressant. Tu arrives à voir combien de films par jour? Eh bien, les années précédentes, j'en voyais 3, 4. Oui, je peux laisser toute la journée. Oui. En général, je m'y prépare quand même bien à l'avance. Je lis les pitchs, je lis les films qui sont en compétition, hors compète. Coup de cœur selon les connaissances des îles que j'ai. On improvise en quelque sorte parce que c'est la première fois qu'on vient. En fonction de ce qui nous intéresse, les centres d'intérêt. Nous, c'est plus la nature qui nous intéresse. Donc je fais un choix sur l'ensemble, plutôt tourné sur Tahiti, parce que je ne connais pas Tahiti trop bien. Voilà. Donc en fait, c'est de la découverte. C'est quand même de la découverte, oui. Oui. Et sur la culture. Oui. En fait, on va au pif aussi. Enfin, pas au pif, mais quand je commence dans une salle, je vais jusqu'au bout. Voilà. Et après, c'est la découverte.
On connaît les polémiques chaque fois que des bateaux chinois viennent déposer leur cargaison dans le port de Papeete. En Calédonie et toute la Mélanésie, ce sont des centaines de bateaux vietnamiens qui ont été pris en pêche illégale. Les pêcheurs sont souvent emprisonnés, mais ça ne les empêche pas de continuer. Voici pourquoi, avec ce petit extrait, on en parle tout de suite après. Il s'agit d'aller sur les îles éloignées de la mer de Chine, cibler des espèces devenues rares et revendues très cher. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir pêcheurs-plongeurs pour augmenter leurs revenus et n'hésitent pas à risquer leur vie pour ramener des produits comme la bêche de mer, vendue à prix d'or sur les marchés chinois. Officiellement, ils disent qu'il y a 800 000 pêcheurs-plongeurs au Vietnam. Il y en a au minimum le double, voire le triple. Les derniers que nous avons vus pêcher de la bêche de mer, c'était très profondément. C'était à 60-65 mètres. Dans un village, on sait qu'il y a tant de pêcheurs-plongeurs. On demande combien il y a eu de morts, combien il y a de paralysés. On arrive facilement à 2-3% du nombre de pêcheurs-plongeurs qui sont morts ou paralysés par an. Surtout, beaucoup de paralysés. C'est ce qui est le plus embêtant. Un paralysé dans une famille, c'est une famille qui devient misérable, puisqu'il n'y a plus de revenus. Le problème, qu'ils vont pêcher, bien sûr, ils vont pêcher où il y a des holoturies et où c'est pas profond. Il faut se mettre à leur place. Il faut peut-être pas prendre le problème par ses conséquences, mais par ses causes. S'ils y vont, c'est pas pour le plaisir de se faire prendre, c'est parce que c'est indispensable pour vivre. C'est une espèce d'exode, un peu comme les gens qui viennent en France, parce que chez eux, ils n'ont pas de quoi vivre. Jaros, bonsoir. Nous avons proposé d'aller voir Blue Boat, le film dont on vient de voir un extrait. Qu'est-ce qui vous a frappé en voyant ce film? Et voilà, oui, c'est vrai. Ce qui m'a frappé vraiment, c'est pourquoi aller si loin, alors qu'ils ont une zone frontalière avec la Chine. Tout simplement parce que la Chine ne respecte pas leurs droits de pêche, ne respecte pas cet océan qui est mitoyen avec le Vietnam. Alors le Vietnamien, pour ne pas se faire assassiner, ils préfèrent venir pêcher illégalement chez les autres. Au risque d'aller en prison. Au risque d'aller en prison où ils sont nourris parce que c'est la faim qui les pousse à aller si loin. Alors on voit bien qu'ils avancent peu à peu et qu'il y a des îles comme les îles Solomon par exemple qui n'ont pas les moyens de surveiller leurs eaux. Est-ce que d'après vous, en Polynésie, on a les moyens de surveiller nos eaux? On a les moyens dérisoires. Tout simplement dérisoire. Par rapport à la surface, vous voulez dire? Par rapport à la surface, justement, avec 5 500 000 km2, avec un avion, un bateau, c'est amplement insuffisant. Est-ce que les bateaux chinois, on ne les a jamais vraiment pris en flagrant délit? Ils sont où? Ils sont à la limite des eaux territoriales? Si, on en a pris 2 depuis, mais ils sont à la limite. Mais de là à pouvoir les surveiller, bon, pour moi, je doute beaucoup. C'est-à-dire vous doutez un peu notamment du discours de l'armée qui dit qu'avec les satellites, on peut vraiment voir si un bateau pêche ou pas? Oui, mais les satellites, ce sont les VMS allumés, mais les bateaux à côté qui n'allument pas, ils sont dedans. Ils peuvent pêcher puisque illégalement, on ne peut pas les surveiller. On ne peut pas, c'est impossible. Merci beaucoup, Jaros. Donc ce film s'appelle Blue Boat. Et puis un autre film calédonien et proche d'une actualité qui est également brûlante chez nous, ce sont les violences faites aux femmes. Il suffit de passer au tribunal pour voir tous les jours ce type d'affaires. Et pourtant, en Nouvelle-Calédonie, la situation est encore pire, si l'on en croit la réalisatrice de ce film, qui s'appelle Bombardier. Dans le sens où il y a un accompagnement, il y a des structures d'accueil, il y a des associations depuis peut-être plus de 10 ans ici. Or, moi, j'ai fait ce film, le début de mon film, c'était il y a 1 an. Et il y a une structure sur tout le territoire avec 10 lits. Donc voilà. Quand tu es dedans, tu es comme emprisonné. Tu as du mal à en parler. C'est vraiment tabou. Une mère, c'est quand même compliqué pour elles de laisser leurs enfants. Et donc elles restent. Elles se sentent dans l'obligation de rester pour leurs enfants. Et donc elles ne sortent pas des coups et de la violence. Donc c'est un facteur qui complique encore la donne, quoi. Il y a la coutume, il y a le clan du père, il y a les chefs coutumiers, il y a la collectivité, il y a le fait qu'elle ne soit pas indépendante financièrement. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc de quelle façon l'avez-vous frappé? Donc les doigts ouverts et joints. Est-ce que vous avez senti que c'était violent? J'ai senti que j'étais trop fort. Vous l'avez senti au premier coup? Oui. Vous en avez quand même mis 2 autres? Oui, j'étais énervé. Elles ont elles-mêmes subi de la violence petite, elles l'ont vu. Il y a une espèce de normalité de la violence, de banalisation de la violence dans leur éducation, quand elles grandissent, quand elles deviennent femmes, enfin voilà. Et donc, c'est compliqué.
Paul Manaté, bonsoir. Vous êtes né à Tahiti, vous avez grandi ici jusqu'à l'âge de 10 ans et ces premières années de votre vie marquent profondément le film que vous avez tourné ici à Tahiti. C'est le premier film de fiction longue durée qui est tourné ici par un Tahitien. Le film a deux personnages principaux. Il y a d'autres personnages, mais il y en a deux principaux. Nous allons tout de suite, avant de parler avec vous, faire connaissance avec le premier d'entre les deux. Il s'appelle Teivi. C'est l'époque où il est encore extrêmement arrogant et vous allez voir que les choses vont changer pour lui rapidement. J'aimerais quand même vous rappeler qu'il s'agit là de 80 emplois directs et de plus de 300 emplois indirects pour les entreprises locales. C'est ça la réalité! 에이, 여보비다, 오늘 바로다. Faut faire passer le message au maximum. On doit rester unis. Je vais faire mon possible. Je te promets rien. Je t'oublierai pas après les élections. On y va. Alors, il y a le peu recommandable Teivi que nous venons de voir, et puis un autre personnage qui s'appelle Yasmina. On peut en dire deux mots? Yasmina, c'est une Taroua qui a hérité ce pouvoir de sa maman, et qui est l'inverse de Teivi, qui est candide, qui est une nature, alors que lui est corrompu et égoïste. Alors, il y a deux Tahiti qui se côtoient dans ce film. Il y a le Tahiti moderne, cruel, et puis l'autre Tahiti où les croyances jouent encore un grand rôle. C'est ça? Oui, c'est deux mondes qui coexistent à Tahiti, pour moi. Dans ma vision, il y a le monde un peu des demi, peut-être des frani, un peu riche, avec villa, piscine décapotable, et puis celui plus populaire des familles tahitiennes, et qui croit encore dans les légendes, dans les tupapau, dans les tabous, etc. Alors on voit là quelques images de Yasmina. Comment vous pensez que ça va être pris ici? Les gens connaissent bien tout ça? Est-ce qu'ils vont être... je sais pas. J'espère qu'ils vont bien apprécier. J'espère qu'ils vont pas être trop surpris que je traite de Tahiti contemporain, même si il y a des légendes, il y a la vraie histoire, la vraie culture maori. Mais voilà, j'ai voulu que ce soit un film contemporain, un conte contemporain, et à la fois un thriller mystique. Alors nous vous avons invité parce qu'il y a une projection, c'est une première, demain soir, ici au Grand Théâtre. Voilà, et le film sortira en France le 15 avril. On ne sait pas encore s'il va sortir ici, donc vaut mieux aller le voir demain soir. Ah oui, vaut mieux. C'est une avant-première mondiale, donc venez nombreux. Ok, merci beaucoup Paul Manaté. Nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de votre film quand la date de sortie approchera. Merci. C'est la fin de cette émission. On vous quitte rapidement, on est déjà très en retard. Et on vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de FIFO. Il y a encore des projections pendant tout le week-end, demain et dimanche. Merci et bonne soirée.